ce qui est admis généralement dans la halakha, c'est que kazaït ait la valeur de 27 cm3. 27 cm3. C'est un volume. A priori, c'est un volume. La grandeur de ce volume, une boîte d'allumettes. Chavé, boîte d'allumettes. On prend une boîte d'allumettes. C'est avec 2 ailes allumettes? Et 2 T? Oui. Quelle boîte d'allumettes? Une boîte d'allumettes! La boîte d'allumettes habituelle. Zéro, il y a quelqu'un qui a une boîte d'allumettes ici? Il y a des petites, il y a les normales. Non, il y a quelqu'un qui a une boîte. Faites-moi plaisir. Il y a quelqu'un qui a une boîte d'allumettes ici? Merci. Toda Rabba. Une boîte d'allumettes. Zéro. Gamarno. Voilà, vous l'avez. Voilà, c'est le volume d'une boîte d'allumettes. Cette boîte d'allumettes. Pas une autre. Celle-là. Celle-là. Ensuite, ça, c'est kazaït. Seulement les décisionnaires des dernières générations ont dit que les gens n'étaient plus capables d'évaluer des volumes. Les gens ont perdu les notions de volume. Alors ils ont transformé ça en poids. Alors, 2 volumes, c'est devenu un poids. Et le poids est de 27 grammes d'eau. Mais en réalité, au départ, c'est un volume. C'est un volume. Alors, on ne va pas parler maintenant de kazaïd dans tous les cas de halakha. On va parler de notre problème de Pessah. Il y a, à cause de cela, de la transformation de volume en poids, il y a eu des machlokot entre les poskim, entre les décisionnaires. Comment évaluer aujourd'hui kazaït en ce qui concerne une matzah? Si on prend une matzah, les matzot carrés, et j'insiste, il s'agit des matzot carrés, pas celles que peut-être certaines de vous connaissent, qui ne sont pas vendues en Israël. Sauf à Netanya pour les Français qui ne peuvent pas se passer de leur galette. Les matzot qui sont vendus en Israël sont les matzot carrés et qui sont fines. Et ces matzot, si on va selon leur volume, une demi-matzah suffit à assumer kazaït. Les matzot carrés fines, une demi-matzah suffit à assumer kazaït. Donc, si pendant le soir de Pessah, on est censé manger 4 kazaït, ça signifie qu'en tout, on doit manger 2 de ces matzot. Alors, quand est-ce qu'on va manger ces 4 kazaït? On va les manger à motzi, matzah, korer et afikoman. Alors, la première fois où on va manger kazaït, c'est quand on arrive à la fin de la Haggadah et qu'on va faire la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemizotav vetzivanu al achilat matzah. On est censé manger un kazaït pour le motzi, un kazaït pour la bracha sur la matzah. C'est clair? Ah, ok. Ensuite, korer, c'est quand on prend de la matzah et qu'on met dedans de la laitue avec le charosel. On est censé encore manger un kazaït. Et à la fin de notre repas, on est censé consommer le afikoman, un kazaït. En tout, 4. Et donc 4 en entier, comme ça. La moitié, pardon. Donc en tout, en tout, 2. À chaque fois, on est censé consommer une demi-matzah, d'accord? Alors si par exemple motzi matzah, ça veut dire qu'on est censé consommer une matzah entière.
Ensuite ici une demi-matzah et ensuite ici une demi-matzah. C'est clair? En tout, 2 matzot. L'obligation de d'une un kazaït minimum. Alors attendez. On va dans l'ordre. Ok? Alors, a priori, le soir du Seder, on est censé consommer cela. Maintenant, quand on consomme pour la première fois, on va consommer de la matzah. C'est à ce moment-là, non seulement il faut consommer cette quantité, mais il faut la consommer dans un temps qui est le suivant. Manger sans s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est censé consommer le premier kazaït de matzah en retsef, en continu. Et non pas à manger un petit bout, commencer à parler avec son copain à côté de la situation au Proche et Moyen-Orient. On est censé consommer le kazaït en mangeant. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de se dépêcher? Non. Est-ce qu'on est obligé d'avaler de travers? Non. Est-ce qu'on est obligé d'en bouffer tout ça comme quelqu'un qui ne sait pas comment manger? Non. On est censé consommer sans s'arrêter. Alors, il y a des gens qui proposent d'évaluer ça dans le temps en disant que ça doit être consommé entre 4 et 9 minutes. Alors, vous allez voir des gens qui sont très... comment dirais-je, fébriles. Ils ont une fébrilité terrible de l'accomplissement des mitzvot, et dans la quantité et dans le temps. Cette fébrilité enlève le goût de la mitzvah. Il est inutile d'être fébrile. Il faut consommer son kazaït comme on peut. Maintenant, la halakha au départ est la consommation d'un seul kazaït. Un seul. Ensuite, évidemment, nos sages ont institué. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est très important de savoir que si on n'est pas capable de consommer toute cette quantité de matzah, il faut au moins s'efforcer d'accomplir une fois la mitzvah a priori. C'est-à-dire de consommer ce premier kazaït entièrement dans un temps respectable. À partir du moment où on a fait ça, on sait qu'on a accompli l'essentiel de la mitzvah. Maintenant, selon certains poskim, pour quelqu'un qui a du mal à avaler une telle quantité, ça peut se réduire de 27 à 19. Donc même si on n'a pas la force, parce qu'on a du mal à avaler autant de matzah, parce que, etc., on peut donc se contenter. 19, c'est 2 tiers de 27. Non, je me trompe. Ouais. Oui. 1 tiers de 27, c'est 9. 2 tiers, ça fait 18. C'est 2 tiers. Donc c'est, au lieu d'une demi-matzah, 2 tiers d'une demi-matzah. Vous me suivez ou pas? C'est trop compliqué en mathématiques pour vous ça? C'est bon. Ok. Alors on en est donc à... si on peut au moins manger cette quantité de matzah le soir du Seder, d'un seul coup, on a accompli la mitzvah. Voilà. Et le reste, c'est souhaitable, il est préférable. Si c'est impossible, surtout si on a des problèmes de santé et qu'on n'est pas capable de manger une telle quantité, la Torah n'a pas l'intention de rendre les gens malades. Rappelez-vous, la Torah n'a pas l'intention de rendre les gens malades. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de manger de céréales. J'en connais. C'est des gens qui ont une maladie qui s'appelle le cœliaque. Ils n'ont pas le droit de manger des céréales. Alors aujourd'hui, il y a sur le marché des matzot très particulières desquelles on a retiré le produit qui rend malade les gens qui mangent des céréales. Zéro. Alors donc, même pour ceux qui ont ce problème-là, aujourd'hui, ces matzot coûtent très cher.
parce qu'évidemment elles ne sont pas faites en série, c'est normal, mais néanmoins il y a aussi une solution à ça. Donc, il faut simplement expliquer que si on peut au moins consommer cette quantité de 19 grammes, alors au moins on a accompli sa mitzvah. Et sans panique, sans fébrilité, sans se dire ah ben tu n'as pas mangé Kosaïd, qu'est-ce qui va t'arriver? Rien du tout. Ok? Et la question suivante. Alors, doit-on nettoyer toute la maison pour Pessah ou juste les endroits où il y a du Hametz? Très bonne question. Alors, la réponse est la suivante. Les endroits où on est sûr qu'on n'a pas mis de Hametz, où on est sûr qu'il est impossible que le Hametz arrive là-bas. Par exemple, au-dessus d'une armoire de 3 mètres. Envisagez qu'il y ait quelqu'un qui a pris une échelle pour précisément aller mettre son sandwich au-dessus de l'armoire de 3 mètres, c'est un peu difficile à croire. D'accord? Et dans la halakha, quand il y a un endroit où on est sûr que l'on n'a pas mis de Hametz pendant toute l'année, il est inutile d'aller vérifier. C'est inutile. Si il y a un endroit où on est besafek, c'est-à-dire où on a un doute, et il y a des endroits pareils, parce qu'il est possible qu'un enfant, sans qu'on se rende compte, soit allé se balader là-bas, ou que par exemple, je donne un exemple, quelqu'un a une cave, mais il est possible, non, ça je parle d'un cas où quelqu'un a ses réserves de vin dans une cave. Et il est possible qu'au milieu d'un repas, quelqu'un soit allé chercher du vin, parce qu'il en manquait, dans la cave, et qu'il avait avec lui du Hametz, parce qu'il est au milieu du repas. Et il est possible que dans la cave, okay, alors la Mishnah et la Gemara va parler de, bon mais si c'est une cave où il y a plusieurs cuves, où il y a plusieurs barils, de nos jours c'est pas tellement, ça n'existe pas tellement, mais disons que c'est quand même à plusieurs bouteilles. Alors on fait exactement le compte jusqu'où quelqu'un a pu aller chercher son vin, et où il aurait pu éventuellement mettre du Hametz. C'est dans les couches qui sont extérieures et pas dans les couches qui sont profondes. Si on a un débarras où depuis 120 ans sont cachées les photos de grand-père et de grande-maman et qu'on n'est jamais les sortir et tout est plein de poussière et que personne n'est allé chercher là-bas, il est inutile de déménager la cave et de faire sortir les rats pour vérifier qu'il n'y a pas de Hametz. C'est clair? Ok. La poussière, c'est pas Hametz. Et les murs? Mais est-ce qu'il n'y a pas un but de... La poussière, c'est pas Hametz. Pardon? Enfin, je me suis toujours posé cette question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un but de nettoyer sa maison? Non. Non. Ça s'appelle le nettoyage du printemps. Non, mais... Mais il y en a qui profitent. Si quelqu'un veut profiter pour faire le nettoyage du printemps, qu'il le fasse. Mais on parle de la halakha maintenant, on parle pas de trucs. Parce qu'il y a des gens qui se paniquent. Alors, il n'est pas nécessaire d'envoyer toute la poussière et de mettre la maison de fond en comble de sens dessus-dessous. Si on veut profiter de ça, bechavad, vakasha, il n'y a aucun problème. Que veut dire les termes suivants? Chametz, matzah, bdikat chametz, bitul chametz. On a parlé de tout ça, non? Ouais, mais vous n'avez pas défini en fait ce que veut dire chaque mot. Moi, et je voulais vous poser la question pendant le cours et il n'y a pas eu le temps. Alors, définition. Le mot chametz, tout ce qui lève et n'est défini, c'est important votre question, n'est défini comme chametz que ce qui vient des 5 céréales. Il y a des choses qui gonflent, comment on dit ça? La pâte qui lève et qui ne sont pas chametz. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas des 5 céréales. Les 5 céréales sont le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et le saule. Maintenant, important de savoir que est défini comme chametz pas seulement ce qui sert à la nourriture de l'homme, mais aussi ce qui sert à la nourriture des bêtes.
on a des canaris à la maison et on a l'habitude de donner à nos canaris du seigle, c'est interdit. Comment ils font ceux qui ont des chevaux? Comment ils font ceux qui ont des chevaux, ceux qui ont des vaches, ceux qui ont des canaris, ceux qui ont des perroquets? Eh bien, ils doivent préparer de la nourriture qui n'est pas chametz. Zéou. Donc, toute espèce qui appartient à ces 5 céréales et qui a levé, ok, est interdit pendant Pessah. C'est qu'il a levé, donc s'il a une mère mange ça, c'est nature, on va dire. S'il mange sa nature, ça pose pas de problème. Même le chat et le chien. Pardon? Même le chat et le chien. Même le chat et le chien. S'ils vous appartiennent. S'ils vous appartiennent. S'ils vous appartiennent pas, qu'il y a un chat dans la rue qui trouve un morceau de pain, nous on n'a aucun... Non, je fais important cette remarque. On a un chat, mais il ne nous appartient pas. Ok? Et il passe dans la rue, il trouve un morceau de pain, c'est pas vrai. Maintenant, je sais pas, vous avez dit l'épeautre. Mais non, en fait, en réalité, je sais pas si c'est l'épeautre ou si c'est la sauge. La sauge, c'est l'épaule. Tu pas, alors c'est une erreur, c'est pas la sauge. Alors effacez la sauge et mettez à la place l'épeautre. C'est comme ça qu'on dit. Excusez-moi, je suis pas très ferré sur ces mots en français. Alors c'est d'accord. En hébreu, on connaît les termes. Toujours est-il que c'est l'épeautre. Donc les 5 céréales. Tout le reste, par exemple, il y a de la farine de pommes de terre avec laquelle on fait des gâteaux pendant Pessah. On fait même des pizzas. Aucun problème. Il y a tout ce qui n'est pas ces 5 céréales ne fait pas partie de la définition du chametz. Le chametz, donc, c'est que ces 5 céréales sont rentrées en contact avec l'eau. Toute céréale qui est rentrée avec l'eau, humidité, peu importe d'ailleurs si l'eau est de l'eau du robinet ou de l'eau de pluie, si les 5 céréales ont déjà été récoltées. Tant que les céréales sont en épi, en terre, il ne peut pas avoir de chametz. Par exemple, on a maintenant du blé dans les champs, d'accord? On a du blé maintenant dans les champs, c'est pas encore l'époque de la récolte. Et il est tombé de la pluie. Le blé ne devient pas chametz. Notre problème, c'est à partir du moment où les épis ont été coupés. Dès qu'ils sont coupés de leur origine, ça peut devenir chametz. C'est pour ça que on fait très attention pour toutes les récoltes qui vont servir à faire le matzot, soit de les récolter quand on est sûr qu'il n'y a plus de pluie, ou même les recouvrir d'une bâche énorme qui fera que, en aucun cas, une fois que les épis ont été coupés, il n'y a aucune eau qui vienne à leur contact. Est-ce qu'il y a levure dans le vin aussi, non? Mais bien sûr, ça c'est clair, c'est à plus forte raison. C'est encore plus grave. Le levure, c'est ce qui rend chametz. C'est même pas le chametz, c'est encore plus que ça. C'est ce qui fait que ça devient chametz. Il y a des levures cachères. Pour une raison très simple, ce sont des levures qui sont chimiques. Mais dans la levure, il n'y a pas les 5 céréales? Non, il y a des levures qui sont chimiques. Il y a une levure qui est naturelle. Cette levure naturelle est faite à partir de ces céréales. Mais il y a une levure qui est chimique. C'est un produit chimique qui provoque la fermentation. Une levure qui est chimique n'est pas interdite à Pessah. Donc elle a raison. Il y a une levure cachée pour Pessah. Il faut faire très attention parce qu'il y a des fois des erreurs graves. Ce que je voudrais rajouter et qui est important, c'est que le chametz n'est pas seulement le chametz que l'on voit en tant que chametz. J'explique. De l'alcool de blé, c'est super chametz. La bière qui est faite à partir d'orge est super chametz. C'est-à-dire que c'est pas forcément que tu vas voir les 5 céréales en face de toi. Il est possible que ces 5 céréales entrent dans la composition de tas de produits. Et aujourd'hui, l'industrie de la nourriture est tellement élaborée que des fois on n'a aucune conscience, mais il y a quelque chose de chametz. Il y a une époque où on a ici importé de l'alcool d'Espagne et il s'avérait que c'est de l'alcool de blé. Et les gens ont failli s'en servir à Pessah. Ok?
que pour le consommable, le chametz. C'est quoi? Le chametz, quand on parle de chametz, c'est uniquement pour le consommable. Non, il est interdit d'avoir en sa possession tout ce qui est chametz, même si on ne le consomme pas. Si j'ai une robe en avoine, c'est du chametz. Si, Si j'ai un exemple qui est. Si j'ai un vêtement Ouais, en avoine, c'est ouais. du chametz. oui, on parle de colle qui est faite à partir du chametz. Il y a une époque, il n'y avait pas de colle qui était chimique. La colle était faite à partir de pâtes. D'accord? On avait de la colle. Vous n'avez pas connu ça? Moi j'ai connu ça. Un petit pot là. Hein? 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 C'est de la colle qui est faite à partir de pâte de blé ou de pâte d'orge. Pâté. C'est interdit. Et puis au milieu, ça déborde sur les trucs. Et le mot chametz, il a une traduction? Le mot chametz, ok? Est-ce qu'il a une traduction? Oui, ce qui a aigri. Aigri? Oui, puisque en hébreu, le vinaigre se dit chometz. Chometz. D'ailleurs, par analogie, il y a des gens qui ne se servent pas de vinaigre à Pessah. Pour deux raisons. Parce qu'on ne savait pas toujours très bien à base de quoi le vinaigre était fait. Et la deuxième raison, parce que chometz s'apparente à hametz. C'est la même étymologie. Puisque en réalité, ce qui provoque la levée de la pâte, c'est une certaine fermentation, quelque chose qui est aigri. Ok? C'est clair? Ok. Ok. J'ai deux questions. La première, le maïs, il est autorisé? Le maïs, il n'y a aucun problème. Ça n'a rien à voir avec le chametz. Il y a juste un autre problème au niveau du maïs, c'est que le maïs en épine, comme ça on dit, en épi, il faut vérifier au niveau des insectes et des petites bêtes qui se cachent là-bas. Ensuite, Et l'huile d'olive, par exemple, qui est déjà ouverte, est-ce qu'on peut la réutiliser avec ça? ça c'est une question d'ordre général. Est-ce que l'on peut se servir à Pessah d'un produit qui a été ouvert avant Pessah? Réponse, oui. Si vous êtes sûr et que vous êtes capable d'affirmer qu'en aucun cas, lors de l'utilisation qui a précédé Pessah, il n'y a aucune miette qui par inadvertance soit tombée dans le produit qui a été ouvert. Ça c'est la première condition. Deuxième condition, que le produit ouvert avant Pessah, et donc il n'y a pas de cacheroute de Pessah, ne contient pas un composant qui est interdit à Pessah. Ça aussi, sans qu'on se rende compte, ça peut arriver. Parce qu'on est sûr que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le chametz. Seulement, comme je disais tout à l'heure, l'industrie de la nourriture aujourd'hui est telle qu'il est possible qu'on se serve d'un composant auquel vous n'avez aucune idée. Et c'est pour ça que à Pessah, on ne consomme aucun produit qui n'a pas reçu un tampon caché les Pessah. Sans quoi on ne peut avoir aucune affirmation, sauf les produits, sauf la viande et les fruits et légumes, on peut avoir aucune idée. Et même le poisson surgelé? Hein? Et même le poisson surgelé? Le poisson surgelé, c'est pareil, seulement il faut savoir qu'il y a du poisson, il y a du poisson qui est vendu, qui est surgelé, avec des... de la panure. Hein? Et pour les légumes surgelés? C'est la même chose, c'est la même réponse. Si les 5 céréales, elles sont chametz par essence. J'entends pas. Si les 5 céréales, elles sont chametz par essence, la durée de 18 minutes. Alors, la durée de 18 minutes vient de quoi? La durée de 18 minutes du fait que nos sages ont reçu par tradition que quand une céréale vient en contact avec l'eau, ça lui prend 18 minutes pour fermenter. Alors, ça voudrait dire que je peux avaler un grain de blé, faire un sec. Ouais, ouais. Ça veut dire que comment on fait de la matzah? Vous avez une idée comment on fait de la matzah? Hein? Comment on produit, on fabrique de la matzah? Quel est le produit particulier qu'on met dans la matzah? C'est du blé. La farine de blé. Et elle est mélangée avec de quoi? Alors on fait du chametz. Zéo. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la matzah c'est un produit particulier. Non, c'est de la farine mélangée avec de l'eau. Alors comment se fait-il que la matzah et matzah n'est pas chametz? Parce que cette pâte qui est fabriquée avec de la farine et de l'eau est enfournée avant que ne passe 18 minutes.
c'est la tradition que, évidemment, on le fait beaucoup plus rapidement que ça, entre nous, beaucoup moins que 18 minutes, mais on sait que le temps limite qui doit passer entre le moment où la farine est en contact, donc pour répondre à la question, si à la rigueur je prenais un épi de blé pendant Pessah et que je le coupe et que je le mets directement dans la bouche pour le manger, on n'a pas l'habitude de faire ça, je vais vous expliquer pourquoi, mais a priori ça ne pose aucun problème parce que il n'y a pas 18 minutes qui sont passées. Ok? Alors, j'ai une question par rapport au moussaki. Quand on casse les morceaux de massa dans l'assiette et qu'on prend notre temps pour le manger, il n'y a pas un risque oui, alors je vous explique. La question que vous posez est une question qui est appelée par certains matzah shrouya. Voilà, ça c'est le terme. Matzah shrouya. Matzah shrouya. Traduction littérale, une matzah qui a été trempée. Dans les 200 dernières années, il y a des poskim ashkenazim, j'insiste, il y a des poskim ashkenazim qui ont dit, vous savez, la matzah c'est bien beau, mais ça peut poser un problème. Ah oui? Pourquoi ça peut poser un problème? Parce qu'il est possible que deux choses se passent. Premièrement, qu'il y ait de la farine qui soit restée sur la matzah. Vous entendez ce que je viens de dire? De la même façon qu'il y a de la farine qui reste sur le pain. Quand on prend du pain qui a été mis au four, au moment où on fabrique le pain, et des fois pour pas que le pain attache au plateau ou n'importe quoi, alors il y a de la farine. Alors il est possible que quand nous on prenne de la matzah, en réalité une farine que l'on voit ou ne voit pas, peu importe, il y a de la farine qui est restée sur la matzah. Or, quand on va prendre cette matzah et qu'on va la tremper, par exemple, dans le fameux plat des Tunisiens, sans cela, impossible de faire Pessah, il est possible que cette farine va rester longtemps trempée et que cette farine va finir par fermenter et devenir du chametz. Premier problème. Deuxième problème, quand on met la matzah, surtout en quantité industrielle dans les fours, il est possible qu'il y ait des plis et replis dans la matzah qui n'ont pas été suffisamment cuits. Et étant donné qu'ils n'ont pas été suffisamment cuits, quand maintenant on va tremper cette matzah, il est possible que ces endroits qui n'ont pas été suffisamment cuits, étant trempés pendant longtemps, vont finir par devenir du chametz. Alors, certains ont adopté ce minhag de ne pas tremper la matzah pendant Pessah. Ceux qui sont les plus mahmirim sont les chabadnikim. À tel point ils sont mahmirim qu'il y en a qui prennent la matzah, qui l'enveloppent dans un sachet en plastique et qui mangent ce qui dépasse du sachet en plastique, de peur qu'il y ait quelque chose qui tombe sur la matzah en haut. Et il y en a d'autres qui ne prennent aucun plat dans lequel a été intégré de la matzah. Aucun posek sfaradi n'a interdit une chose pareille. Et chez les Ashkenazim, il y a beaucoup de poskim qui permettent. Seulement ces derniers temps, il y a beaucoup de gens, surtout dans les hôtels et les endroits où on prépare Pessah, pour donner qu'il y en a qui sont makpidim là-dessus, qui sont très à cheval là-dessus, alors vous allez trouver où on vous dira Bli matzah shrouya. Ça veut dire que c'est des endroits, surtout les endroits publics, où on prend soin de préparer des plats sans que la matzah ne soit intégrée. Au niveau strict de la halakha, ça pose aucun problème. Seulement il faut savoir qu'il y a un principe général à Pessah, c'est important que vous le sachiez, c'est qu'on accepte toutes les khumrot. Toutes les khumrot. C'est-à-dire que si quelqu'un dit oui, nous on n'a pas cette habitude à Pessah, ok, toi tu n'as pas cette habitude, moi je l'ai, peu importe,
mais on accepte toutes les possibilités que quelqu'un fasse une khumra. Le issour du chametz est tellement grave qu'on accepte que quelqu'un puisse être mahmir. Que les Ashkenazim ne mangent pas des kitniot, que même chez les Sfaradim, il y en a qui ne mangent pas certaines choses, qui ne mangent pas de riz, etc. On accepte toutes les khumrot. Alors le principe il est simple, tu n'es pas obligé d'être mahmir. Simplement si quelqu'un t'avertit qu'il est mahmir, il faut lui faire savoir que ce plat n'a pas été composé selon ses règles à lui et que c'est à lui de décider s'il veut manger ou pas et de préparer éventuellement quelque chose qui est consommable par lui. Parce qu'on accepte toutes les khumrot, y compris par exemple ceux qui disent que le nettoyage de Pessah comprend le fait de laver les murs. Okay? Je suis rentré une fois arrivé chez un Talmid Chacham la veille de Pessah et ils étaient en train de gratter les chaises. Ok. Et ils recouvraient toutes les chaises d'un sac en nylon. Ok. C'est chacun avec ses khumrot. Maintenant, il faut savoir que la halakha ne les impose pas a priori, sauf pour ceux qui ont décidé, ou le Rav leur a dit de se comporter de cette façon. C'est clair? Alors, j'ai répondu, qu'est-ce que c'est que le chametz, qu'est-ce que c'est que la matzah? Dikat chametz, j'ai expliqué déjà depuis dans les cours précédents. Et puis tout, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le mot bdika veut dire la recherche. Livdok veut dire chercher et rechercher. Livdok, ani bodek. Bodek, c'est un terme général en hébreu. Et on ne vous a pas encore parlé de ce mot dans l'ulpan? C'est pas un bon ulpan alors? Chez le médecin. Personne, on ne vous a pas encore appris le mot livdok? Chez le médecin, Bdika, c'est un examen. Bdika dam, un examen de sang. Bdika dam, un examen de sang. Bdika chametz, ça veut dire examiner qu'il n'y a pas de chametz. Et bitul chametz, ça aussi je l'ai traduit, l'annulation du chametz. On a déjà parlé de ça. Ok? Alors, autre question. Pourquoi faire bdikat chametz? Puisque ça vient tout de suite rejoindre la question d'avant. On fait bdikat chametz de peur que par inadvertance. D'abord, première raison, pour ne pas avoir de chametz en sa possession. Parce que à Pessah, l'interdiction n'est pas seulement de consommer du chametz, mais d'avoir dans sa propriété, en sa possession, du chametz. On fait bdikat chametz pour être sûr d'avoir éliminé tout chametz qui éventuellement serait resté en notre possession. Mais j'ai expliqué que l'essentiel c'est le bitul chametz, c'est annuler le chametz. Pourquoi quand même faire la bdikat chametz? Parce que nos sages ont eu crainte que quelqu'un, par inadvertance, par exemple, il a gardé chez lui du chocolat, ok? Et ce chocolat n'était pas caché pour Pessah parce que dedans il y a des céréales. Il y a du chocolat fait avec des céréales. Un chocolat nourrissant. Alors, et quelqu'un voit ce chocolat à Pessah et par inadvertance il commence à manger le chocolat. Donc pour être sûr que quelqu'un ne découvre pas du chametz quelque part par inadvertance et arrive à le consommer, on est tenu de faire bdikat chametz et d'éliminer tout chametz qui est en notre possession.